Je précise que c'est une série de panels que nous avons lancé en ligne il y a bientôt 2 ans. Il y a bientôt 2 ans. Et l'idée, c'était que les acteurs puissent se retrouver régulièrement pour discuter des grands sujets de l'actualité qui font bien évidemment la marche du numérique au Sénégal et à l'étranger. Et par la grâce de Dieu, nous avons débriefé ensemble tout un ensemble de sujets que vous pouvez retrouver en ligne. Nous ferons le partage un peu du lien plus tard. Et ça a vraiment donné de très beaux panels avec de belles discussions assez mémorables sur des sujets aussi importants, aussi divers que l'administration électronique, que la santé numérique, que l'éducation en ligne, et tant d'autres sujets. On y reviendra. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de consacrer, disons, un numéro spécial à la microfinance et particulièrement à la digitalisation du nanocrédit. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le nanocrédit a existé. C'est plutôt la digitalisation du nanocrédit qui fait que nous, journalistes Haïti, nous nous y intéressons particulièrement. Et aujourd'hui, j'ai donc la chance et l'honneur d'avoir les acteurs sur ce panel pour faire bien sûr le tour un peu de la question. Nous allons aborder tout un ensemble de sujets en lien avec la thématique et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités très rapidement, sachant qu'ils sont déjà connus du grand public, en tout cas des acteurs de la tech au Sénégal et dans notre diaspora. Cheikh Tidiane Sarr, directeur général de Orange Finance Mobile Sénégal, pour aller vite et pour épouser un peu l'appellation des Sénégalais pour gagner du temps. Orange Monnaie. À côté de lui, nous avons Mam Alassane Dia, directeur général de Cofina Sénégal, que je remercie également pour la disponibilité et pour sa présence aujourd'hui. Moussa Dien, très jeune Moussa Dien, hein, et ça nous aide un peu parce que les jeunes, souvent, ils sont très, très digitaux. Je ne fais pas, bien sûr, de discrimination, mais c'est son époque, en fait. Moussa Dien, directeur de la microfinance. Et à côté de lui, docteur Aliou Diop. Docteur Aliou Diop est expert financier à l'Observatoire de la qualité des services financiers en charge du suivi évaluation. Et puis nous avons également Bonjour, Koli bonjour Monsieur Sall. Bey. Bonjour docteur. Koli Bonjour. Sall, dont j'ai fait la connaissance il y a quelque temps en ligne. Koli Sall est un de nos brillants compatriotes à l'étranger, donc de la diaspora sénégalaise et même africaine, parce qu'on ne raisonne pas en termes de nationalité dans ces après-midi de la tech. Et Koli Sall est donc business analyst. Il l'a été du moins dans plusieurs institutions bancaires, notamment la Banque de France et la Banque de Luxembourg. Et il a également été de passage au Crédit Agricole Cible qu'il va nous présenter certainement peut-être pour la compréhension du public. Et Koli Sall est très passionné de ces questions en lien avec le numérique et la finance. Et après, nous avons Oumar Diallo. Oumar Diallo, spécialiste de mobile money, que l'on connaît très bien dans le secteur un peu des startups, des fintech au Sénégal, aussi fougueux que passionné sur ces sujets. Et dernièrement, il avait d'ailleurs bousculé un peu les acteurs, peut-être même en lançant le débat, en parlant de taux d'intérêt autour du nanocrédit, en disant que c'était un peu élevé, mais bien entendu, c'est l'occasion aujourd'hui, dans le respect, dans l'écoute et l'attention d'en parler. Bien évidemment, j'aimerais pour démarrer ce panel donner d'abord la parole, si vous le permettez, bien entendu, à Mam Alassane Dia, très rapidement, pour nous dire qu'est-ce que finalement le digital change, Mam Alassane, parce que j'ai dit tout à l'heure que le nanocrédit existe, mais qu'est-ce que le digital vient y changer très rapidement, Mam Alassane? Vient y changer, pardon. C'est l'effet Ramadan. On ne va pas t'en tenir rigueur, Ousmane. Donc, bonjour Ousmane, bonjour à tous mes camarades panélistes, bonjour aussi à tous qui nous écoutent. Donc, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Alors, je pense qu'il faut... Mme Alassane, pardon, est-ce qu'il y a moyen qu'on vous entende mieux? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher davantage de l'ordinateur ou s'il y a un écouteur? Parce que ce que vous dites est important. Dites-moi, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Excellent, non, c'est excellent, c'est bon. Super. Donc, vous m'arrêtez si vous ne m'entendez pas bien. Donc, on n'arrête pas un directeur, on peut juste vous signaler quelque chose à améliorer. Bon, non, j'étais juste en train de dire que il faut ramener en fait les choses à des choses simples.
Parce que finalement, à notre crédit, il y a crédit. Et finalement, en fait, on ne fait rien d'autre que faire notre job. En fait, c'est distribuer du crédit et on le fait différemment avec un outil, avec la technologie. Et donc, c'est très important de dire ça parce que tout le monde, en fait, a l'impression qu'on est en train de vivre une révolution, mais ça ne l'est pas tant que ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on continue à distribuer du crédit comme on le fait, sauf qu'aujourd'hui… Prochain arrêt, Bon Maraîcher. Ah, désolé, Mme Alassane. Alors, on va fermer le micro de Dr Diop. Excusez-moi, une minute, je ferme le micro de Dr Diop. Sûrement, il est en déplacement. Voilà, poursuivez. Désolé pour cet incident technique. On a la chance aujourd'hui d'avoir la technologie, d'avoir des data scientists typiquement qui peuvent aujourd'hui utiliser des données pour pouvoir faire des scorings et distribuer le crédit différemment. Et donc, on ne fait rien d'autre finalement que de prolonger la manière de faire notre job. Et ça j'insiste là-dessus parce que c'est super important et je le dis souvent en interne à mes équipes. Finalement, le fait de digitaliser des processus, de digitaliser la distribution ou l'octroi de crédit, ce n'est pas véritablement une stratégie en soi. En fait, c'est dans l'exécution d'une stratégie. C'est-à-dire que je considère, moi, la technologie comme un accélérateur de stratégie, comme un explorateur de nouveaux business models, par exemple, comme quelque chose qui doit nous permettre également d'optimiser des processus, mais ce n'est pas la stratégie véritablement. Donc, c'est très important de le dire que la stratégie de Cofina reste la même, la vision de Cofina reste la même, qui est d'être le leader, en tout cas de la finance inclusive à horizon 3-4 ans. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, avec le nanocrédit, on a eu l'opportunité de faire ce job-là différemment, tout simplement, en utilisant la technologie. Merci beaucoup, Mme Alassane Dia, directeur général de Cofina Sénégal. Très rapidement, on donnera la parole après à Cheikh Tidiane Sarr parce qu'il pourrait notamment nous parler du partenariat avec Baobab dernièrement. Mais vous avez signé un partenariat vous concernant avec Free il y a quelques semaines à Dakar. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des nouvelles de ce partenariat très rapidement? Ça donne quoi côté engouement auprès du public notamment? Alors pour l'instant, ça a été bien, le produit a été accueilli, accepté effectivement par le public. Donc ça démontre quoi? Ça démontre qu'il y avait une attente, il y avait une appétence autour de ce produit-là. Alors on n'a pas suffisamment de recul encore, puisque le produit a été préparé il y a 2-3 mois. Et en fait, il ne faut pas non plus aller beaucoup trop vite, aller plus vite que la musique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un produit qui est basé également sur des modèles de scoring, donc sur de la machine learning en quelque sorte. Pour aller vite, c'est un modèle qui apprend de lui-même. Et donc, plus on va avancer, plus le produit va être résilient, plus le produit va être robuste et plus on pourra élargir finalement les personnes à qui on pourra distribuer le produit. Pourquoi? Parce que justement, le modèle aura appris. Donc, on se donne, nous, 1 an à peu près pour faire un bilan qui veut signifier quelque chose, mais nous pensons que c'est trop tôt pour faire le bilan au terme de 3 mois sur des activités de ce type-là. Ceci étant, et pour finir, juste dire qu'aujourd'hui, ça dépasse même les prévisions, en tout cas, les souscriptions dépassent même les prévisions qu'on avait prévues au départ. Notre partenaire Free, qui est le partenaire technique, effectivement, de Cofina sur cette affaire-là. Merci beaucoup, docteur. Directeur, pardon, il y a toujours le teur un peu, la fin, un peu de la terminaison des mots. Mais merci beaucoup. Alors, on espère, quand vous reprendrez la parole tout à l'heure, qu'on aura une meilleure qualité de son, c'est important, mais on vous entendait quand même, soyez rassurés. Cheikh Tidiane Sarr, directeur général de Orange Finance Mobile Sénégal, je parlais de vous tout à l'heure en parlant de votre partenariat avec Baobab. Est-ce que vous concernant aussi, on peut avoir des nouvelles rapidement? Cheikh Tidiane? Bonjour Ousmane, bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend bien. On t'entend très bien, cher. Parfait. Donc, c'est un plaisir de partager ce panel avec ces distingués invités. Je retrouve avec plaisir mon ami Alsan, ainsi que M. Kolissal, avec qui j'échange régulièrement. Désolé aussi qu'on n'ait pas pu se voir lors de son dernier passage à Dakar. Donc, très rapidement, nous restons ancrés dans notre mission qu'on s'est fixée. Il s'agit pour nous de faciliter les échanges financiers. Vraiment, c'est tout ce que nous faisons dans ce cadre-là, de les rendre simples, de les rendre accessibles et de le faire de façon inclusive.
Donc, de façon inclusive, c'est arriver à toucher jusqu'à présent ceux qui sont en marge de l'écosystème financier, mais aussi de le faire de façon inclusive dans le sens plutôt mathématique du terme. Hein. Donc, on se met ensemble pour faire des choses et créer plus de valeur. Donc, on croit fortement aux vertus de l'écosystème. Et à ce titre-là, nous travaillons sur ce projet avec Baobab depuis de longues années. Ah, d'accord. Nous étions pionniers de cela au Sénégal. Le temps de travailler dessus, de faire valider le principe par la Banque centrale, parce qu'il s'agissait d'ouvrir une nouvelle ligne de business. Nous avons la banque classique. Ensuite, il y a eu la banque intermédiaire avec la microfinance. Là, il s'agit d'aller chercher ce qu'on appelle la nanofinance ou la picofinance, donc descendre encore un cran plus bas. Et donc, c'est un nouveau chemin qu'il fallait ouvrir. Bon, vous connaissez le régulateur, il cherche l'inclusion financière, mais il cherche aussi la stabilité de la place financière. Et il cherche aussi la protection des consommateurs. Donc, il a fallu exactement, il a fallu le rassurer sur le fait que cet équilibre-là pouvait être garanti. Et ça fait partie aussi de notre mission, parce que tout ce que nous faisons, nous sommes engagés à le faire au profit de chacun, partout. Donc, au profit de chacun, c'est aussi au profit du régulateur. Donc, nous travaillons en bonne intelligence avec le régulateur qui nous a autorisé le lancement de ce service-là. Et donc, nous avons procédé, comme le disait tout à l'heure Alassane, à une phase pilote. Donc, on l'a lancé au mois d'octobre pour rendre le système plus robuste. Donc, on a expérimenté, on a appris, on a vu comment les gens se comportaient lorsqu'ils sont exposés à ce produit-là. Et donc, nous l'avons lancé finalement en grande pompe et en masse pour tout le monde au soir du 24 mars. Maintenant, c'est quoi le produit? C'est simple. Hein? Il s'agit, comme disait tout à l'heure, au final, pour Baobab, il s'agit d'un produit de Baobab. Donc, c'est Baobab qui fournit du crédit à des gens qui n'étaient pas dans son scope jusqu'à présent. Donc, des populations qui ne pouvaient pas prétendre à ces crédits-là. On parle de crédits qui peuvent être des crédits de 2000 francs, hein, pour pouvoir permettre à un journalier de pouvoir combler sa journée et compléter sa DQ. Ou alors une bonne dame qui est au marché de pouvoir acheter un panier de poissons à 10 000, là où avant elle achetait au détail, de pouvoir acheter tout le panier et pour pouvoir aller revendre ça au marché, par exemple. Donc, c'est cette cible-là que Baobab n'avait pas et n'adressait pas. Nous nous proposons, nous, aujourd'hui, d'être le vecteur de distribution de Baobab pour que cette offre-là soit accessible à ces populations-là. Ce qui change radicalement, c'est que ça se fait de façon maintenant instantanée. En fait, j'ai eu un de mes amis qui me disait il a eu une sollicitation de crédit et il s'est arrêté en cours de route pour pouvoir souscrire le crédit et envoyer l'argent à son épouse. Tout cela au même moment. Au même moment. S'inscrire, demander un crédit et envoyer de l'argent en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment de pouvoir faciliter l'usage et de pouvoir le rendre instantané et de limiter les conditions d'accès. Bien entendu, on parle de crédit. Comme on parle de crédit, on parle de risque. Ce risque-là, il faut l'évaluer. Et ce qui est quand même assez phénoménal, c'est que pour la première fois, on arrive à donner du crédit à des gens qui ne sont ni salariés, qui ne domicilient pas leur compte dans une banque, qui ne donnent rien en garantie. Toutes les barrières qu'on pose d'habitude pour donner du crédit sont levées. Et qu'est-ce qui nous permet de le faire? C'est la connaissance que nous avons du client. Cette connaissance, ça part du fait que nous le voyons tous les jours, utiliser le produit Orange Money. Nous le voyons tous les jours interagir avec des gens. Et quand cet usage régulier se fait, on commence à avoir un niveau de confiance qu'on calcule. C'est un peu ce qu'Alsan disait tout à l'heure quand il parlait de scoring. Donc, on calcule un niveau de confiance. Ce niveau de confiance-là dépend de ce que le client utilise, la fréquence de son utilisation, la récence, donc la dernière fois qu'il a utilisé, et les montants habituels qu'il utilise. Et en partant de là, on se dit, celui-là, on lui fait suffisamment confiance pour lui prêter 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, jusqu'à 500 000. Ensuite, en fonction de la vitesse de remboursement dans les échéances, on peut améliorer ce crédit de confiance que nous lui donnons et donc augmenter sa crédibilité et le montant auquel il peut souscrire pour cette prochaine itération. C'est un peu comme ça que l'offre est.
Oui, oui, cher, excusez-moi, d'accord, j'ai bien noté. Mais maintenant, pour Orange Money, autrement dit pour Orange Finance Mobile Sénégal, bon, évidemment, sur le partenariat avec Baobab, quels sont les critères pour l'accès à ce crédit? Pour Free et Cofina, on a compris très vite, hein, il faut déjà le crédit pour accéder, disons, aller jusqu'à 300 000, Mme Alassane, si je me trompe, merci de me corriger. Et derrière, il faut maintenant que le bénéficiaire soit un habitué du réseau, quelqu'un qui, en tout cas, disons, quelqu'un qui est connecté, qui appartient à ce réseau, en tout cas, qui utilise ce réseau depuis quelque temps. Est-ce que chez vous, ce sont les mêmes critères, Chatidiane? Bon, les critères probablement vont être très similaires parce que c'est basé sur l'usage. Nous, les critères, basiquement, la loi, c'est la loi. Donc, on ne donnera pas de crédit à quelqu'un qui n'est pas majeur, de facto. Donc, il faut avoir 18 ans ou plus. Il faut avoir un compte Orange Money, bien entendu, parce que sans ce compte-là, nous ne pouvons pas définir le score de confiance, bien entendu. Bon, ce compte Orange Money, c'est un compte qui peut être accessible à tout le monde. Hein. Donc, que ce soit un client Orange, un client Free ou un client Expresso ou un client ProMobile. Donc, il faut avoir les deux. Et ensuite, il faut, comme je dis, donc, ça permet de s'inscrire. Et lorsque le client s'inscrit, ce qu'on fait, c'est que nous collectons ces inscriptions-là et nous les transmettons à notre partenaire Baobab, parce que c'est une offre de Baobab. Et Baobab crée un compte sur la base du niveau de confiance que nous avons. Et pour envoyer les informations, le client doit être complètement identifié sur Orange Money. Il faut qu'on ait sa pièce d'identité, etc., etc. On sera appelé parfois à collecter des infos supplémentaires pour pouvoir accorder certains types de crédits. Et donc, c'est toutes ces infos que nous donnons à Baobab. Baobab autorise la création d'un compte chez lui et nous donne l'information que le compte est créé. Et nous servons maintenant de courroie de transmission entre le client et Baobab. Donc, les critères maintenant, ça dépendra de l'usage. Donc, le reste des critères, c'est en fonction de, comme je disais, c'est la récence des transactions. Les dernières transactions faites, c'est les montants, c'est les fréquences d'utilisation. Donc, plus on utilise son calpé Orange Money pour faire du paiement de factures, du paiement marchand, du transfert d'argent, de l'achat de crédit, de la réception de transfert international ou du bank to wallet, donc le transfert d'un compte bancaire vers le compte Orange Money. Tous ces types de transactions-là permettent de définir des scores différents. Par exemple, quelqu'un qui paye une facture, on peut présumer a priori, et qui le fait régulièrement, qu'il habite dans une maison et qu'il est responsable de cette maison. Celui-là, on a un score de confiance peut-être un peu supérieur à celui qui n'a pas cela. Donc, c'est comme ça que le score est défini et ça dépend donc d'un peu de l'usage au quotidien que le client fait de son calpé Orange Money. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, cher Tidiane Sarr, directeur général de Orange Finance du Sénégal. Coly Sall, en fait, on vous reçoit sur ce panel, en plus, bien entendu, de votre expérience, de votre expertise, c'est que vous avez cette chance d'être en dehors du Sénégal et donc d'avoir ce regard un peu extérieur déjà sur les différentes offres détaillées et précisées tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, Coly Sall? Oui, merci Ousmane. Tout d'abord, permettez-moi de dire bonjour à tout le monde, à ces illustres panélistes, à mon ami Cheikh avec qui effectivement j'échange régulièrement. Cheikh, j'espère que le Ramadan ne te fatigue pas. Les Sarènes. Ousmane, merci de me donner l'opportunité de partager ce panel avec ces grands messieurs. Je suis très positivement surpris quand tu me parlais du nanocrédit au Sénégal. L'image que j'avais a complètement changé à si peu de temps en se référant aux explications de Alassane et de Cheikh. Je vois qu'au début, ne serait-ce que pour avoir un crédit, quoi qu'il puisse en être, il faut beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de paperasse, il y avait beaucoup de démarches, des retours. Et je vois, comme le dit Cheikh, en une journée, on peut avoir du nanocrédit, que ce soit 2000 francs ou 10 000, c'est déjà bien. Ça peut servir, c'est très utile. Quand on sollicite un crédit, c'est parce qu'il y a un besoin. Quand des dispositifs comme Orange ou Cofina ou Baobab arrivent à répondre à ce besoin, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère digitale où il y a beaucoup de process à digitaliser, à numériser pour faciliter nos quotidiens. Mais ce que je retiens de cet échange, c'est surtout il y a un point commun aux différents process, quelle que soit l'organisation, c'est la data.
c'est l'information qui est cruciale, qui leur permet de mener à bien leur travail. Sans cette information, ils ne peuvent pas avancer. C'est clair. Donc, Orange, que ce soit Orange ou Free ou autre opérateur, sert de canal effectivement à ces dispositifs qui sont dédiés à la microcrédit comme Baobab ou Cofina. Donc, on peut dire que sans ces opérateurs, ces organismes n'ont pas assez d'informations pour pouvoir activer comme il se doit le nanocrédit. Donc, pour moi, il y a un travail à faire qui nous incombe tous, en commençant par l'État, en ce qui concerne la transformation digitale, qui va pouvoir faciliter ce transfert d'informations entre les services de l'État et nos entreprises qui sont dans le privé, ce qui pourra vraiment faciliter le quotidien des uns et des autres. C'est ce que je retiens. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, pour s'octroyer un nanocrédit, c'est rapide, tout est digitalisé, tout est dématérialisé. Il suffit juste de se connecter à la plateforme qui nous intéresse pour pouvoir effectuer la demande en ligne avec les documents demandés qui sont bien sûr numérisés, ce qui n'est toujours pas le cas malheureusement. Donc, on peut dire que sans ces opérateurs de télécom, le domaine du nanocrédit au Sénégal ne marchera pas pour autant. Donc, on voit tout de suite qu'il y a il y a de la digitalisation à faire. Donc, c'est l'analyse que je peux tirer de ces enseignements et de mon expérience dans l'Hexagone. Merci beaucoup, Koli Sala. J'aimerais maintenant avoir un peu le regard de l'État, notamment à travers Moussa Dieng, le directeur de la microfinance. Un premier regard, Moussa, sur le regard déjà de l'État sur la transformation de ce secteur et particulièrement sa digitalisation. Est-ce que le directeur nous reçoit? Moussa, merci de réactiver le micro. Voilà, Moussa Dieng qui va réactiver son micro, on ne l'entend pas. Il va réactiver son micro. En attendant, docteur Aliou Diop. Oui, bonjour. Docteur, bonjour. Alors, merci. Bonjour, je rappelle que vous êtes expert à l'Observatoire de la qualité des services financiers. Donc, vous êtes le monsieur en charge de la cellule suivi-évaluation, si j'ai bien noté. Peut-être un premier regard sur ce qui a été dit pour vous qui vous occupez notamment de pas mal d'axes en lien avec la finance au Sénégal. Merci, M. Gueye. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations du secrétaire exécutif, M. Daou, qui est malheureusement empêché. Donc, nous saluons à sa juste valeur l'initiative qui consiste à mettre les acteurs de l'écosystème autour quand même de cette plateforme pour discuter quand même d'une solution qui est extrêmement importante, la solution du nanocrédit. Et pour un petit rappel, l'Observatoire a toujours plaidé quand même pour élargir la gamme de services offerts à la clientèle, surtout la clientèle qui est vulnérable, qui n'a pas principalement accès aux services bancaires classiques. Et à ce titre, il est extrêmement important de saluer quand même l'initiative qui consiste à maintenant aller dans le sens quand même des solutions de nanocrédit ou de picocrédit et de pouvoir maintenant donner les services à des populations qui sont jusque-là exclues du système. Donc, nous saluons à sa juste valeur quand même cette initiative des opérateurs financiers parce que nous sommes dans un écosystème où maintenant il y a une concurrence assez rude avec les banques, avec les institutions de microfinance, mais s'il y a des modèles de partenariat inclusifs qui mettent en jeu les institutions financières avec les OTM, je pense que c'est quand même quelque chose à saluer. Je voudrais juste peut-être, en tant que structure de l'État, préciser que le nanocrédit n'est pas une solution aussi nouvelle qu'on le pense, parce que la DER, quand même,
dernièrement, a eu à déployer quand même une solution de nanocrédit sur les 52 départements du Sénégal. Je pense que c'est quand même une initiative de l'État qui consiste un peu à soutenir toutes les initiatives en matière d'inclusion financière. Et je pense que l'ADER pourrait être quand même associé comme un acteur extrêmement important dans le développement du nanocrédit. Maintenant, nous, notre préoccupation en tant qu'observatoire de la qualité des services financiers, c'est des questions de protection. Je pense que quelqu'un l'a dit, je pense que c'est le docteur Sarr. Et nous avons également des soucis de protection, oui, mais également des soucis de transparence. Alors, les questions qui pourraient être soulevées par ce type de produit qui est le nanocrédit, d'abord, la première interrogation pour nous observatoires, c'est d'abord comment est-ce que le client prend connaissance quand même des conditions générales et particulières par rapport à ce type de crédit. Est-ce que déjà les conditions d'affichage sont respectées? Est-ce que les conditions de tarification seront respectées? Donc, c'est une première interrogation qui pourrait être, je pense, discutée, et peut-être même nous, en tant qu'observatoire, nous sommes prêts quand même à accueillir quand même les opérateurs qui sont en train de développer ce produit-là pour au moins voir, en tout cas, comment on peut circonscrire les problèmes de responsabilité et de transparence. La deuxième interrogation, c'est par rapport à la tarification aussi, parce que nous sommes dans une opération qui va faire intervenir des opérateurs commerciaux avec peut-être des intérêts divergents. Mais est-ce que la tarification sera adaptée aussi? Je pense que ça aussi, il faut peut-être que ceux qui sont en train de développer ce produit-là puissent nous rassurer, parce qu'après tout, la cible ici, c'est une cible particulière qui n'a pas forcément accès à des services financiers classiques, qui n'a pas forcément un niveau de revenu assez élevé. La troisième interrogation, c'est par rapport maintenant à tout ce qui est protection des données personnelles. Je pense que ça aussi, c'est un point sur lequel il faudra peut-être qu'on y pense pour voir un peu comment, en termes de protection des données personnelles, en termes de sécurisation des données qui circulent, n'est-ce pas, dans cette plateforme-là, comment on peut quand même rassurer le client pour que celui-ci puisse quand même consentir le maximum quand même d'engagement pour, en tout cas, cette opération-là. Je finis juste, n'est-ce pas, pour dire que le contact humain reste important, à mon avis, même s'il y a une opération de nanocrédit. Parce que pour répondre un peu aux besoins qui peuvent être exprimés par le client. Donc, au-delà même de la distance, au-delà même de tout ce qui est virtuel, je pense qu'il est du ressort quand même des opérateurs de faire en sorte que le contact humain ne puisse pas être rompu, n'est-ce pas, avec quand même les clients et les usagers de ce type de produit. Je termine juste par un point qui peut-être nous intéresse davantage, c'est le recours à tout ce qui est réclamation, c'est-à-dire pour quelqu'un peut-être qui va utiliser ce type de produit, quels sont les moyens de recours qui peuvent s'offrir, n'est-ce pas, à lui lorsque nécessairement il n'est pas content quand même de l'utilisation de ce produit en termes de taux d'intérêt, en termes de problèmes d'affichage, en termes également de respect quand même des clauses contractuelles, etc. Je finirai peut-être par un point peut-être qui nous tient également à cœur, c'est la problématique de la signature électrique. Parce que n'oublions pas qu'on fait un engagement électronique. Dans ce cas, il est extrêmement important de voir comment maintenant mieux éclairer le client sur les conditions d'ouverture du compte, mais également comment il peut donner son approbation sans pour autant avoir une signature physique. C'est vraiment un ensemble de problématiques sur lesquelles on veut vraiment quand même avoir un certain nombre d'assurances. Je sais que le secteur est assuré, il est stabilisé, mais en tant que protecteur quand même des clients, nous aimerons vraiment que lors des discussions, qu'on puisse quand même avoir un certain nombre d'éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Diop. Alors, nous allons donner la parole dans quelques instants au docteur de la microfinance, Moussa Dieng, qui va certainement apporter quelques premières précisions. Je rappelle juste les missions principales de votre observatoire parce que c'est extrêmement important. La promotion de la qualité des services financiers,
favoriser l'amélioration de la qualité de la relation entre opérateurs de services financiers usagers, assurer la mission de médiation. Et parlant de médiation, je me rappelle d'ailleurs en tant que journaliste avoir couvert une rencontre dans vos locaux à Sacré-Cœur où il était question de recevoir l'ensemble des acteurs de monnaie électronique avec les prestataires de transfert d'argent. Ce serait même bien dans un autre contexte que vous nous en fassiez le suivi, hein, parce que le suivi est aussi important de ces belles activités. Moussa Dien, directeur de la microfinance, sur l'interpellation d'Aliou Diop, la protection des données, la signature électronique qui rentre un peu dans la thématique de la confiance numérique, entre autres. Moussa Dien. Bonjour Ousmane, bonjour chers panélistes. Je vous salue tous donc, et manifester en tout cas ma joie et vraiment mon enthousiasme de participer à ce panel qui est extrêmement important et qui discute vraiment de thématiques très actuelles et en tout cas qui permet, je pense, au finish de nous éclairer sur un certain nombre d'aspects, donc notamment ceux relatifs à la digitalisation et également, surtout, par rapport aux nanocrédits qui sont en tout cas devenus des produits très mis en exergue, en tout cas dans le marché. Alors, pour ce qui concerne donc cet aspect de nanocrédit, je pense qu'actuellement, bon, je crois que le docteur Diop l'a dit, hein, c'est pas très nouveau, hein, en tout cas pour ce qui concerne l'ADER, qui est une structure de l'État, qui a commencé à développer les nanocrédits il y a quelques mois. Et je pense que d'abord, il faut revenir d'abord sur le terme nanocrédit, c'est extrêmement important pour nous. Nano, c'est quelque chose de petit, hein? C'est vraiment des petits crédits. Et du point de vue technique, je crois qu'il n'y a aucune difficulté en termes de compréhension de ces nanocrédits-là. Donc, c'est des petits crédits. Voilà. Donc, qu'ils soient digitalisés ou non, en tout cas, c'est des petits crédits. Ça, je crois que c'est le premier aspect qu'il faut préciser. Le deuxième niveau, c'est que les nanocrédits sont considérés, en tout cas du point de vue réglementaire, comme des crédits. Voilà. Donc, c'est des crédits classiques que les institutions de microfinance, les institutions bancaires peuvent faire. Donc, peut-être ce sont les montants qui sont petits, mais du point de vue juridique, il n'y a aucune difficulté donc, à ce niveau-là. Donc, c'est des crédits qu'on peut considérer comme des services, des produits qui sont proposés par des institutions financières. Alors, donc, nous, en tout cas, au niveau de l'État, ce qui nous préoccupe surtout, c'est le renforcement de l'inclusion financière. Et nous avons compris que les nanocrédits participent véritablement de manière très importante à l'approfondissement de l'inclusion financière au Sénégal. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous encourageons véritablement toutes ces initiatives qui sont prises, notamment par les institutions de microfinance. Nous saluons le partenariat surtout entre Orange Finance Mobile et Baobab, mais également le partenariat Cofina et Free. Donc, pour vous dire que nous encourageons aussi les institutions de microfinance à aller dans ce sens. Parce que les nanocrédits, quand même, permettent d'atteindre des cibles, quand même, qui, jusqu'à présent, ont du mal à accéder au crédit. Donc, compte tenu donc, de la facilité et de l'efficacité de ces types de produits, je pense qu'il est important que l'État puisse continuer à accompagner et à encourager les institutions de microfinance à aller dans ce sens et à proposer donc des produits de ce type-là. Comme vous le savez, nous avons un grand défi en termes d'inclusion financière et nous comprenons en tout cas que le secteur de la microfinance devrait jouer un rôle extrêmement important en tout cas pour le renforcement de l'inclusion financière. Je vous donne juste un chiffre.
Si nous regardons, par exemple, au niveau de l'IOMOA, nous sommes à un taux d'inclusion financière moyenne, en tout cas de 48,6%. Alors, pour le Sénégal, de son côté, est à 75,6% de taux d'inclusion financière. Donc, mais il faut dire que le Sénégal est classé 4e pays en termes de taux d'inclusion financière. Donc, nous sommes derrière le Bénin, qui est à 82%. Nous sommes derrière le Togo, qui est à 81%. Nous sommes derrière la Côte d'Ivoire, qui est à 79%. Donc, nous sommes à 75%. Ce qui veut dire que nous avons énormément d'efforts à faire donc, pour en tout cas approfondir l'accès aux services financiers des populations, notamment les couches les plus défavorisées. Parce que si nous prenons par exemple le cas de la DER, ces nanocrédits sont directement orientés vers des cibles extrêmement difficiles à atteindre par les institutions de microfinance. Parce qu'au départ, il y a eu des difficultés. En tout cas, il y a les institutions de microfinance, l'association qui avait dit que la DER ne devrait pas, en tout cas, proposer dans le marché ces nanocrédits, c'est une concurrence déloyale, etc. Mais l'argument fondamental de la DER, c'était de dire tout simplement que les cibles, en tout cas de la DER, c'était une catégorie d'acteurs qui n'étaient pas prises en compte par les institutions de microfinance. Donc, c'était des populations véritablement qui n'étaient pas, en tout cas, prises en charge, dont les besoins n'étaient pas pris en charge par les populations. Donc, pour vous dire que, à mon avis, les nanocrédits sont, en tout cas, un outil, en tout cas, constituent un produit complémentaire par rapport aux services et produits qui sont proposés par les institutions de microfinance. Maintenant, directeur, que dites-vous très rapidement avant de redonner la parole à vos co-panélistes? Que dites-vous un peu maintenant du respect un peu des données des usagers, que l'on se partage, je taquine un peu cher entre, par exemple, Orange Finance Mobile Sénégal et Baobab, Cofina et Free, on se partage des données et derrière, on n'a peut-être aucune vue, aucun aperçu sur cela. Est-ce que, par exemple, la CDP, elle est au courant? Est-ce qu'on lui soumet cela? Je poserai aussi la même question à Cher et à Mme Alassane tout à l'heure, mais vous concernant, vous en dites quoi en tant qu'État? Est-ce que ça vous intéresse? Absolument, absolument. C'est même fondamental pour nous d'avoir véritablement un regard absolu sur ces questions de données, sur ces questions de transparence, parce qu'il y va même de la stabilité du secteur financier. Donc, je pense que l'État, de par son rôle, a toujours travaillé pour ce qu'il y ait en tout cas une véritable surveillance. En tout cas, pour ce qui concerne le secteur de la microfinance, il y a une surveillance très élevée, un niveau de surveillance très élevé, très strict. Je crois que le directeur de Cofina, M. Dia, que je salue au passage, pourra confirmer que l'État, en rapport avec la Banque centrale et la Commission bancaire, surveille de très près ces questions de transparence et également de collecte de données. Donc, pour vous rassurer, véritablement, c'est une question qui est cruciale pour nous et je pense qu'à ce niveau, l'État continue toujours la réflexion sur ces questions parce que quand même, c'est une nouvelle donne, il faut comprendre. Donc, et je pense que l'État devra toujours faire les efforts pour s'ajuster et en tout cas pour ne pas être dépassé par les événements. Merci. D'accord. Merci beaucoup, directeur cette fois, Moussa Dian, directeur de la microfinance au ministère du même nom au Sénégal. Alors, j'ai partagé tout à l'heure les quelques préoccupations du public. Je pense que ce serait bien que les panélistes essaient de répondre, notamment sur le revenu sharing. Ça fait déjà partie des questions listées pour Cheikh Tidiane Sarr, directeur général de Orange Finance Mobile. Alors, Mme Alassane, sur les préoccupations du docteur Aliou tout à l'heure, le respect un peu des données des clients ou des usagers, par exemple. Ok, merci. Et non, c'est des préoccupations justement qui sont légitimes
et qui sont également les nôtres, hein, avec notre partenaire technique Free, bien entendu. Vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. D'accord. Donc, je disais que ces préoccupations sont légitimes et sont partagées, bien entendu, avec notre partenaire Free. Et donc, je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre de vue, encore une fois, qu'on parle de crédit. Dans notre crédit, il y a crédit. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, les mêmes exigences en termes réglementaires au niveau du régulateur, que ce soit la DRS, que ce soit la BCAO, s'appliquent également sur ce produit-là. Il y a juste le canal de distribution qui diffère. Oui. Et sur le fond, les choses ne changent pas. Et par conséquent, l'encadrement de ces crédits-là, l'exigence en termes de régulation demeure la même, voire même est renforcée parce qu'il s'agit d'un nouveau produit. Et donc, une fois ceci étant dit, toutes ces préoccupations qui sont légitimes sont bien entendu intégrées dans le dispositif nativement depuis le début. Il faut rappeler, mon ami Cher le disait tout à l'heure, qu'eux, ils travaillaient depuis 2-3 ans. Nous, c'est pareil, on y travaille depuis 2-3 ans également, avec plein d'allers-retours avec le régulateur, notamment le CAO, qui est très vigilante. Sur les aspects de KYC, donc de connaître notre client, il y a des exigences sur ça. Il y a aussi des exigences sur la signature, finalement, des conditions générales qui sont appliquées, avec une double validation qui a été demandée également par la BCAO. Donc, du coup, le client reçoit en code un SMS et comme ça, on s'assure que le client a bien lu les éléments et est bien au courant, effectivement, de ce qu'il est en train de faire. Donc, sur la protection des données, c'est pareil. Il y a eu des échanges avec la CDP et tout ça est intégré, bien entendu, dans la réflexion, comme si c'était un crédit classique. Maintenant, il y a un sujet qui revient souvent sur la table, hein, c'est le sujet de tarification. Alors, moi, je suis très à l'aise là-dessus pour 2 raisons. C'est-à-dire que d'abord, on fonctionne dans un cadre qui est le cadre de la BCAO, qui est très vigilant, encore une fois, sur le TEG, donc c'est le taux effectif global. Vous le savez, pour un crédit classique et donc pour le nanocrédit également, tout ça est encadré, il y a un taux qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, il y a un suivi qui est fait à notre niveau pour nous assurer de cette réglementation-là. Et derrière, il y a également un reporting qui sera fait au niveau de la BCAO, une autorité de tutelle également, la DRS, pour nous assurer, bien entendu, du respect de la réglementation. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point également, il faut bien le dire, il s'agit ici de crédits qui sont fondamentalement plus risqués quand même qu'un crédit classique. Pour une raison très simple, c'est que c'est quelque chose de nouveau qu'on vient d'expérimenter. On parle également d'un client qui n'a pas de dépôt chez nous, parfois qu'on n'a jamais rencontré, et donc on appréhende via la data. Donc c'est Colissal qui disait ça, via la data. Donc la donnée en français. Pardon, la donnée est fondamentale dans ce qu'on est en train de faire, et c'est pourquoi dans l'écosystème, les startups sont aussi très importants. Startups autour de la donnée qui nous permettent aussi de faire des solutions comme ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle donc du coup de crédits qui sont risqués et par conséquent, il faut qu'on couvre ce coût du risque-là et la couverture de ce coût du risque permet d'inclure le maximum de personnes, passe également par le pricing, donc par le prix. Donc, on est très à l'aise là-dessus puisque le prix est encadré, mais il faut bien aussi le dire, c'est des investissements et donc c'est important aussi que les gens payent du service. Voilà. Oui, je vais relever quelques questions rapides, mais c'est important parce qu'elle reflète un peu quand même l'exigence un peu concernant le débat à l'heure actuelle. Une question de Mbakenya qui dit comment est-ce que le modèle d'affaires est établi, le revenu sharing sur les gains ou facturation à la transaction. Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il y a tellement de questions qu'on doit voir ensemble. Hein. Alors, le revenu sharing, alors, je pense que c'est une question interne. Enfin, je pense que ça ne devrait pas intéresser spécialement les gens. Alors, peut-être que Cher y répondra. C'est un terme de business model interne. Donc, pour moi, il n'y a pas de… Voilà. OK. Pouvez-vous donner plus de détails sur la fiche produit, plafond, taux, durée, frais de gestion, par exemple? Alors, s'agissant du produit avec notre partenaire Free, hein, c'est un produit simple, finalement, qui est assez proche de ce que fait Orange et nos amis de Baobab. C'est ils ont un plafond plus élevé, nous, c'est entre 1000 francs et 300 000 francs lors de la phase pilote. Donc, c'est un crédit sur 30 jours, mais qu'on peut rallonger effectivement sur 90 jours. Hein, s'il y a
des imprévus si le client fait face à des imprévus, il a la possibilité de monter jusqu'à 90 jours. Donc, vous voyez, donc finalement, c'est très classique. Et avant de venir, je regardais un peu les résultats de ce mois-ci. Et ce qui est frappant, et je crois que c'est Moussa qui disait ça, c'est qu'on a beaucoup de crédits autour de 3 000 francs, autour de 5 000 francs, autour de 10 000 francs. Donc, véritablement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on est en train d'inclure des gens. C'est-à-dire qu'on est en train de ramener à nous, exactement, qui étaient exclus. Qui étaient inclus numériquement, parce que beaucoup de gens ont Orange Money, beaucoup de gens ont Free Money, donc beaucoup de gens sont déjà inclus numériquement, mais qui étaient inclus et qui étaient exclus financièrement. Et c'est là où je trouve l'intelligence collective qui a été construite entre les différents partenaires, donc le fait de fonctionner en collaboration, ce que disait Cher au début, je trouve ça super intéressant, entre les télécommunications, entre les financiers et également les start-upers, il ne faut pas les oublier, nos amis start-upers. Arriver à construire un écosystème comme ça et créer de l'intelligence pour pouvoir aller chercher des gens qui aujourd'hui sont exclus du système financier, je trouve ça véritablement révolutionnaire. On est révolutionnaire dans la méthode, mais on n'est pas révolutionnaire sur le fond parce que finalement, au final, ça a donné du crédit, comme je le disais en préambule. Merci. Et comme il est prévu que vous puissiez vous libérer à 16 heures, on est à 6 minutes de cela. Je donne la parole à Cheikh Tidiane Sarr tout à l'heure, ainsi qu'au reste de vos copanélistes. Mais j'aimerais quand même vous entendre sur le taux d'intérêt. Ça fait un peu l'actualité également. D'aucuns ont estimé qu'on pouvait faire moins que le taux actuel. Vous en dites quoi? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des taux qu'on ne peut pas dépasser, mais certainement, j'imagine qu'il y a des taux qu'on peut ne pas respecter, on peut ne pas aller au-delà ou atteindre un peu la limite, non? Maman Alassane. Non, écoutez, Ousmane, donc merci pour la question, parce que je disais tout à l'heure, très à l'aise avec cette question-là, parce que je sais qu'on est encadré par la BCAO, on est encadré par un... Mais au-delà de ça, rien n'est figé. C'est-à-dire qu'on est en phase de pilote, on est parti sur un business model, sur un business qui a été analysé avec des chiffres qui ont été mis en place, et tout dépendra du taux de casse, en quelque sorte. Comme je vous l'ai dit, c'est un modèle qui est apprenant. Donc, c'est un modèle qui, normalement, avec le temps, va mieux apprendre et donc va mieux cibler les gens. Et donc, plus on ciblera, mieux on ciblera les gens dans le temps. Donc, ça veut dire que moins on prendra du risque. Et donc, potentiellement, plus les prix, donc le pricing du crédit, pourrait éventuellement, même pourquoi pas, baisser. Les choses ne sont pas véritablement figées. Donc, tout dépend. Dans un premier temps, c'est normal qu'on ait un taux, entre guillemets, qui nous permette de nous couvrir du risque. Mais plus le modèle va apprendre, en tout cas, on va se poser chaque année avec notre partenaire en l'occurrence pour regarder les choses très sereinement et aussi prendre les décisions qui s'adapteront toujours, bien entendu, dans le sens de l'intérêt du client également. Donc là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Alun Diop. Merci beaucoup, Mme Alassane Dia. Certainement, si vous avez encore du temps, vous pouvez rester un peu. Voilà, pour suivre et peut-être répondre à certaines questions. Cheikh Tidiane Sarr de Orange Finance Mobile Sénégal. Oui, alors, Ousmane, sur la question, donc, je pose, c'est d'abord sur les données, c'est ça? Oui, sur les données, oui. Alors, sur les données, le score et les critères de scoring sont définis par le partenaire parce que c'est lui qui prend le risque financier. C'est lui qui prend le risque de donner du crédit à quelqu'un. Donc, la décision finale lui appartient. Donc, l'inscription étant instantanée, l'octroi du risque aussi est instantané. Cette instantanéité-là fait qu'on définit les critères de scoring en avance. Donc, il définit les critères et il y a des sessions de revue de ces critères-là. On en a eu quelques-unes quand même pendant cette phase pilote. Et nous prenons les critères et nous passons nos données à l'intérieur de ces critères-là. Les données qui donnent lieu au score ne sont pas transférées au partenaire. Nous lui transférons le score après évaluation selon les données qu'il nous aura transmises. Par contre, effectivement, il y a un traitement qui a été fait avec la CDP en respectant un peu la réglementation sur l'instruction, etc. Donc, c'est les process qui sont mis en place, qui sont connus. On respecte un peu tout ce qui est défini par la CDP en termes de protection des données personnelles. Il y a un traitement qu'il faut déclarer, etc. Donc, tout un ensemble de choses qui ont fait que ça a pris d'ailleurs le temps que ça a pris, entre autres. Donc, mais aujourd'hui, peut-être à part les données de KYC, donc les données d'identification complète du client, parce que bien entendu, il faut bien qu'une banque
identifie complètement un client avant de lui donner un crédit. À part ces données-là sur lesquelles, bon, je pense que c'est une exigence réglementaire qui font l'objet d'un traitement à la CDP, le reste des données, en règle générale, restent chez nous et on les passe au crible des critères de l'algorithme qui a été fourni par Baobab. C'est peut-être ce qu'on peut dire dessus. Oui. Après le reste, bien entendu, vous comprendrez que nous sommes un peu aussi couverts par les clauses de confidentialité sur le contrat qui est fait avec Baobab de la même manière que c'est le cas peut-être pour Cofina avec Free Money. Ce qu'on peut dire, c'est que bon, globalement, nous avons une offre qui fait de l'épargne et qui fait du crédit. Donc, on mobilise des ressources aussi via cette offre-là pour Baobab. Et Baobab utilise une partie de ces ressources pour les redonner en crédit. Cette épargne-là a un taux donc, qui est public, hein, donc on a annoncé, qui est un taux de 6%, qui est un taux assez élevé. Et le crédit aujourd'hui en TEG, donc tout compris, aujourd'hui est de 9% sur 5 mois. En toute transparence, parce que ça aussi, c'est une information qui est publique, qui est disponible dans les conditions générales de l'offre qui ont été publiées par Baobab et qui sont accessibles sur les pages Orange Money. La durée est de 5 mois, la durée du prêt, qui a été calculée et testée pendant la phase pilote, mais on se rend compte que c'est une durée qui est plutôt correcte. Parce qu'on intègre aussi toute la population rurale qui fonctionne par rentrée d'argent sur des cycles. Oui, sur les saisons, oui. Voilà, au-delà des saisons, même ceux qui font du hors-saison, en règle générale, c'est entre 3 et 5 mois. Par exemple, ceux qui font de la pomme de terre sur les Niayes, quand on est allé les voir, ou ceux qui font de l'oignon, etc. L'oignon, c'est sur 5 mois. Donc, voilà. Donc, c'est sur 5 mois qu'on rembourse et le montant peut aller de 1000 francs, je crois, jusqu'à 500 000. Excellent. Et, comme le disait tout à l'heure, je pense, si je ne me trompe pas, c'est Coli qui le disait. Notre montant moyen observé sur la phase pilote, parce que j'ai vu que la question arrivait, était autour de 9 000 francs. Montant moyen des crédits. Donc, on est vraiment donc, dans cette cible qui habituellement est inaccessible à la fois aux banques et aux IMF, selon les canaux classiques de distribution des offres. Oui. Voilà. Donc, sur ce point-là, je pense qu'en toute transparence, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, cette préoccupation de protéger les clients, je dois dire que nous sommes les premiers demandeurs. Parce qu'il est aussi question de ne pas exclure des gens qui ont essayé de s'inclure une fois et puis qui finalement fuient. Les montants et les taux sont appelés forcément à être travaillés pour baisser, mais comme le disait si bien Alsan, les échanges que nous avons avec Baobab, c'est simple. C'est une offre sur laquelle le niveau de risque qui est pris est beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que dans la réglementation, le taux d'usure maximal pour les banques n'est pas le même que celui des IMF. Et cette cible-là, elle est encore plus exposée en termes de risque parce qu'il n'y a aucune garantie qui est donnée en échange. Tout repose sur la capacité que nous avons à bien faire le calcul du score de confiance. Voilà. Et ça fait que les partenaires financiers qui supportent le risque, bien entendu, doivent payer ce coût du risque-là. Et c'est le coût du risque qui finalement détermine le taux qui est retenu. Oui. Merci beaucoup, cher Tidiane. Mme Alassane, peut-être avant qu'il ne quitte, une dernière question. Que faites-vous un peu des mauvais élèves? Je n'aime pas trop le terme, mais disons de ces gens-là qui ne vont pas payer. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour ce type d'acteurs? Alors, écoutez, moi, je vais paraphraser Cher qui disait score de confiance. C'est vrai que j'aime bien ce mot et je vais l'expliquer. La confiance. En fait, le modèle est bâti sur la confiance. C'est-à-dire qu'on fait en fait on fait le pari du nombre, du volume. Et en fait, le pari qui est fait, c'est-à-dire que dans toute cette masse de personnes, dans tout ce volume de transactions, on fait le pari. Et heureusement, la majorité des gens, quand même, sont bien intentionnés, quoi qu'on en dise, et veulent payer leur crédit. Donc ça, c'est très important de le dire. Après, effectivement, il y a toujours des mauvais élèves, comme tu dis, Ousmane. Donc ça, on l'intègre. Il y a un dispositif de recouvrement qui est mis en place, qui s'est complètement digitalisé essentiellement. Donc aujourd'hui, c'est par des notifications SMS, par exemple. Et puis, à un moment donné aussi, on est bloqué. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, on n'utilise pas le scoring intègre, par exemple, un des critères qui est important, qui est le critère d'ancienneté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter une puce tout de suite et puis avoir accès au crédit. Typiquement, 6 mois comment on dit ça, il faut avoir 6 mois de recul sur la donnée.
Et donc, typiquement, donc, on peut penser que c'est quelqu'un qui a besoin de cette puce-là pour fonctionner au quotidien, parce qu'il a besoin de faire des transactions avec cette puce pour avoir accès pour être bien scoré en fait par la machine. Et donc, à un moment donné, s'il ne paye pas, il ne peut pas continuer non plus à utiliser les choses. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont intégrées et qui sont faites. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment le pari de la confiance. Nous partons du principe que c'est la loi des masses, sur la majorité des gens qui viennent vers nous veulent payer. Et le modèle est là aussi pour circonscrire le risque en essayant de bien regarder le comportement des gens. Et derrière, je reviens là-dessus, c'est le pricing, c'est le prix qui permet aussi de couvrir ce niveau de risque qui est intégré dans le modèle et qui est intrinsèque au modèle et sur lequel on ne peut pas, qu'on accepte aussi de prendre, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Mme Alassane Dia. Je vois que Ousseynou Ndiaye, certainement du monde un peu des télécoms est connecté, il demande à prendre la parole. Ousseynou, vous aurez la parole dans une minute, mais j'aimerais bien avoir un regard d'abord de Dr Aliou Diop sur l'éducation financière. C'est un thème cher à Cheikh Tidiane, mais cher finalement à tout le monde, parce qu'il faut quand même que les populations soient éduquées financièrement. De ce point de vue, qu'est-ce qu'un observatoire comme le vôtre a prévu? Et après vous, je donnerai la parole à Ousseynou Ndiaye du côté des discutants. Et Ousmane, si tu permets, par contre, je vais devoir vous quitter avec toutes mes excuses. Et je suis vraiment ravi en fait, d'avoir participé à ce panel qui était d'un niveau extraordinaire. Donc, bravo à tous. Et puis, merci beaucoup. Et désolé de devoir vous quitter un peu plus tôt. Je suis vraiment merci beaucoup, Mme Alassane Dia. Merci à vous pour la disponibilité. C'est que ce n'est pas facile. C'est les mêmes remerciements pour tout le monde. Parce que c'est le ramadan, parce qu'il y a des horaires de travail également. Merci à tous. Alors, Dr Aliou Diop, avant Ousseynou Ndiaye, sur l'éducation financière. Oui, merci M. Gueye. Je pense que c'est un levier essentiel qui est l'alpha et l'oméga en matière d'utilisation des services financiers. Et l'Observatoire de la qualité des services financiers, vous savez qu'un mandat public pour déployer un programme national d'éducation financière. D'ailleurs, nous le faisons depuis 2012 sur l'ensemble du territoire national, bien sûr, avec une segmentation des cibles. Maintenant, ce qui est nouveau ici, c'est comment, en tout cas, déployer un programme d'éducation financière pour, en tout cas, les utilisateurs du nanocrédit ou pour tout ce qui est services financiers numériques. Mais je vous rassure que nous avons un programme national qui va prendre en charge le volet, en tout cas, éducation financière numérique. Parce que pour nous, même s'il y a une digitalisation, ça ne doit pas être une digitalisation qui va entraîner quand même un certain frein pour au moins créer ce contact entre le client et l'institution financière. C'est la raison pour laquelle nous allons intégrer dans notre programme d'éducation financière le volet nanocrédit. Je pense que c'est quand même quelque chose que nous avons anticipé et qui permettra en tout cas de mieux éduquer les usagers sur un certain nombre de conditions générales spécifiques. J'en avais parlé tout à l'heure. Oui. Docteur, en même temps, tout ce que vous faites, ça se passe très bien, mais j'ai l'impression que là, vous nagez un peu à contre-courant de la modernité. Pourquoi voulez-vous que les usagers se rapprochent géographiquement, physiquement de la banque? Pourquoi est-ce que vous n'accepterez pas qu'un Ousmane Gueye, perdu là-bas dans son Gandiol natal à Saint-Louis, dans son petit village, puisse quand même avoir accès à du nanocrédit sans se déplacer? J'ai l'impression que vous voulez un peu un retour non, du tout. Non, du tout. C'est pour accompagner, au contraire. Non, au contraire. Dans mon discours de tout à l'heure, j'ai dit que le nanocrédit, c'est un accélérateur de l'inclusion financière. Ça, je pense qu'on n'y revient pas. Mais nous, comme nous accompagnons les institutions financières, l'État, nous accompagnons également les régulateurs, nous avons également un devoir de pouvoir quand même déployer quelque chose qui va permettre de renforcer au moins la culture financière numérique. Parce que n'oublions pas que c'est une certaine sophistication dans les opérations. Nous sommes prêts à mettre en place un programme d'éducation financière numérique en partenariat avec les institutions, n'est-ce pas, qui sont impliquées dans le domaine, pour mieux, en tout cas, aider les usagers à utiliser ce service-là, à éviter quand même les situations
de litiges, des situations de surendettement. Pour vous dire que nous, on est en avance sur peut-être même le nanocrédit, nous avons mis en place ce qu'on appelle une plateforme Satis qui permet à tout usager de contacter l'Observatoire quand il a une réclamation avec son institution financière. Et c'est des réponses instantanées? Instantanées. Il y a beaucoup de numéros verts, il y a beaucoup de chatbots, mais non, c'est instantané. Avec votre téléphone mobile, avec Internet, vous pouvez à temps réel contacter les services de l'Observatoire et puis vous enregistrez votre complainte en ligne et puis le lendemain, quand même, vous aurez un traitement, n'est-ce pas, d'urgence. C'est pour vous dire que nous, donc, on est dans ce processus de digitalisation. Oui, maintenant, il faudra que dans ce processus de digitalisation, qu'on puisse avoir un programme d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à mettre en place et nous y sommes. Hein. Mais c'est votre rôle après tout, non? Oui. Pas votre rôle? Pardon? C'est votre rôle, non? Oui, c'est notre rôle. Oui. Donc, on va déployer des modules d'éducation financière numérique pour au moins accompagner ce processus-là parce que c'est un développement qu'on ne peut plus contenir. Mais le client, après tout, c'est lui qui doit quand même pouvoir avoir toutes les informations qui lui permettront de pouvoir, en tout cas, mieux négocier avec l'opérateur en tant que tel. Parce qu'on a montré que dans les études, peut-être qui sont parcourues, il est montré que même quand vous renforcez l'éducation financière numérique de l'usager pour l'utilisation même du nanocrédit, vous participez même à la réduction d'impayés d'un tiers. Parce que la personne, maintenant, c'est les tenants et les aboutissants par rapport à l'utilisation de son crédit. Bon, on a parlé du taux d'intérêt, mais nous, notre préoccupation, c'est également que le client ne puisse pas être exposé à une situation de surendettement. Parce que vous savez, il y a des clients qui sont dans cette tentative de faire ce qu'on appelle un papillonnage financier. Déjà, dans le domaine de la microfinance, je parle sous le contrôle du directeur de la microfinance. Mais avec déjà le nanocrédit, quels sont les moyens qui permettent de pouvoir quand même lutter contre cette situation de surendettement? Il faut nécessairement renforcer quand même le niveau de culture financière de ces populations-là. Et donc, nous sommes prêts à déployer quand même des modules numériques pour cela, mais en partenariat avec les opérateurs. Oui, mais en même temps, c'est très vague quand vous dites que vous allez former les usagers à... Numériquement. Oui, mais numériquement, mais comment? Vous allez les former comment? Oui, mais nous avons une plateforme. Je vous ai dit que nous avons une plateforme Satis. Une plateforme Satis que vous pouvez quand même télécharger sur Play Store et vous verrez donc Satis OKSF. Mais ça, c'est pour ceux qui savent utiliser un smartphone. Oui, mais pas le portable audios, maintenant, parce que les audios, ça passe avec WhatsApp. Mais quand c'est de l'écrit, docteur, c'est déjà l'explication. Même avec WhatsApp, maintenant, on est là-dedans. C'est-à-dire avec WhatsApp, oui. C'est donc toutes les fonctionnalités, je vous dis. Hein. Donc, même celui qui ne peut pas écrire, il peut nous envoyer par WhatsApp. Donc, le recours à la médiation au service de l'Observatoire, maintenant, c'est décentralisé. C'est démocratisé. Alors, Non, allez-y, poursuivez, s'il vous plaît. Oui, je dis que donc, nous, on veut vraiment accompagner le processus de digitalisation avec quand même une éducation financière numérique en utilisant tous les volets. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, une dernière question pour vous, avant de donner la parole à Ousseynou Ndiaye et aux autres panélistes. Souvent, dans le monde bancaire, les réclamations, ça peut prendre beaucoup de temps. Au moins, sur le nanocrédit, on se comprend sur une chose. Ce n'est pas fait pour les fonctionnaires, c'est fait peut-être pour les Sénégalais comme moi qui ont de très, très faibles revenus. Vous comprenez donc que les réclamations doivent être traitées à temps pour débloquer les sommes d'argent en question, en jeu. Est-ce que de ce point de vue-là, sur ce registre-là, vous avez des assurances à partager avec le public? Par rapport aux services bancaires? Oui, je parle un peu du nanocrédit. Imaginons par exemple que moi, que je puisse avoir du nanocrédit d'un montant par exemple de 30 000 francs. Je veux régler un besoin urgent parce que c'est fait pour ça et que la plateforme connaît quelques difficultés techniques. On doit le débloquer et pour ça, Orange Money par exemple, ou Free, ou Expresso, ou un autre acteur me dit il nous faut prendre du temps pour remonter, pour vérifier. Alors que le besoin est là, il est urgent. Oui, donc il est établi dans la réglementation. Je pense que c'est l'instruction de 2015 qui stipule qu'en matière de réclamation pour l'utilisation des services numériques, ça revient directement, n'est-ce pas,
à l'émetteur quand même à l'émetteur de monnaie électronique. Donc, sur ce point, je pense que nous, on peut nous contacter une fois que la réclamation quand même n'est pas satisfaite au niveau quand même du client. Donc, nos services, la réclamation, sont ouverts et sont prêts quand même à prendre en charge la réclamation rapidement. Et dans un délai très court, on peut contacter l'opérateur qui peut nous donner les explications nécessaires et pourquoi pas essayer de voir les recouvrements qui permettront rapidement de débloquer la situation. Mais nous mettons quand même un mais parce qu'il faut que la réclamation soit déjà portée à l'attention de l'opérateur. Parce que maintenant, si elle n'est pas satisfaite, naturellement, l'usager peut contacter les services de la médiation qui vont rapidement prendre contact avec la direction générale de l'opérateur incriminé. Voilà, sur ce point, donc, nous sommes ouverts. Merci beaucoup, Dr Aliou Diop, chargé de la cellule suivi évaluation à l'Observatoire de la qualité des services financiers. Ousseynou Ndiaye. Bonsoir Ousmane, et vraiment merci de m'avoir donné l'occasion d'intervenir. Je t'en prie Ousseynou, est-ce que tu peux mettre le volume un peu plus haut? Vous m'entendez? Voilà, là ça va. Merci. Je disais merci de me permettre d'intervenir dans ce débat que je loue d'ailleurs, franchement, par la qualité des intervenants, parce que je pense qu'on a fait du 360 degrés, aussi bien les acteurs que les institutions de réglementation. Moi, je voudrais, si vous permettez, apporter juste quelques remarques et partager un certain nombre d'expériences que nous avons vécues, notamment en Afrique de l'Est, concernant les nanocrédits. Juste pour peut-être ouvrir le débat, et peut-être je vais terminer par une question assez provocatrice. Donc, je voudrais dire que, en fait, juste pour rappel, les nanocrédits, ça a toujours existé dans notre société via des systèmes traditionnels. Nos femmes s'organisaient par des tontines et se donnaient des petits crédits à court terme. Crédits, bon, il n'y a pas pris de taux d'intérêt, mais en tout cas, permettaient de financer de petits montants à leur père. J'avoue que cette digitalisation n'est qu'une sorte de révolution technologique qui permet d'accéder à ces petits crédits via le canal des technologies. Donc, moi, je voudrais insister sur un point, et les gens en ont vraiment parlé, c'est sur la protection des données que fournissent les demandeurs de ces nanocrédits-là. Parce que ce qui se passe, je parle par expérience, par exemple, en Afrique de l'Est, notamment dans un pays comme le Kenya, où il y a beaucoup d'acteurs qui offrent ces genres de services, de produits financiers, il est arrivé, parce qu'ils le font souvent via des applications que l'intéressé ou l'abonné télécharge. Et malheureusement, du point de vue technique, ils font de telle sorte que dès que tu télécharges l'application pour pouvoir souscrire à ces nanocrédits, cette application leur permet d'accéder à des données, à presque la totalité des données du client, même l'accès à son répertoire téléphonique et l'extraire et puis envoyer des spams à d'autres. Donc, ça a posé trop de problèmes et trop de débats. Et je le soulève parce que je pense qu'on ne doit pas seulement se limiter au reporting que feront ces acteurs-là. Il faudrait que du point de vue technologique, que les régulateurs, la Banque centrale et tout, se dotent les moyens qui leur permettent d'auditer les systèmes que proposent ces fournisseurs de nanocrédits et de s'assurer que ces systèmes-là n'ouvrent pas de brèche à une exploitation douteuse des données personnelles. En termes de transparence aussi, je voudrais soulever une chose. Je sais que les données sont utilisées pour principalement aboutir à un scoring qui permet l'éligibilité du client à un crédit, à un certain nombre de crédits. Mais je pense que ce serait bien que le client ait une vue globale sur les données qui sont extraites, ces données qui sont prises et être sûr que ces données sont seulement limitées à l'utilisation du scoring et pas à d'autres fins, notamment à des fins marketing. Je le soulève parce qu'on a eu ce problème dans des pays comme le Kenya et bon, heureusement, les gens sont en train de réfléchir sur comment le faire et que le régulateur est vraiment très axé à un audit technique des plateformes de ces fournisseurs de crédit. Donc, cela en disant, je voudrais peut-être
aussi approcher une question juridique. Tout à l'heure, on a parlé de signature électronique. Souvent, de façon très pratique, la façon dont l'accès à ces nanocrédits se fait, c'est par consentement. L'application vous permet, via un clic, de dire que je consens. Et puis, bon, ce consentement a une certaine valeur juridique, quoi. Hein? Donc, peut-être pas la même valeur qu'une signature électronique. En tout cas, ça permet de protéger aussi bien le fournisseur que celui qui demande le crédit. Donc, le consentement est enregistré quelque part et peut être utilisé comme une preuve que le client a consenti à prendre. Mais moi, je voudrais juste rappeler la responsabilité que nous autres, nous avons, aussi bien les opérateurs télécoms que les fournisseurs de ces produits financiers-là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement se limiter à dire que les conditions générales d'accès à ce produit ont bien été définies via la plateforme et que le client est censé le lire. Nous vivons dans des sociétés où peut-être que les gens ne lisent pas la totalité des conditions générales, mais il faudrait mettre à leur disposition des moyens qui leur permettent de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ces produits-là. Pourquoi ne pas imposer, c'est assez provocateur ce que j'ai dit, à ces fournisseurs de mettre parallèlement à une écriture des conditions générales d'accès à ces produits, c'est-à-dire de mettre en place un système qui permet, dès que quelqu'un souscrit à un produit, de l'appeler automatiquement et de lui expliquer avec sa langue nationale les tenants et les aboutissants du produit pour lui permettre de comprendre et de savoir à quoi est-ce qu'il s'engage. Ça se fait dans d'autres pays parce que je pense que c'est de la responsabilité de nous autres d'éduquer le client à travers ces formes de communication-là. C'est-à-dire qu'au moment de souscrire, qu'on puisse lui parler dans une langue que le client comprenne. Qu'il comprend, oui. Et qu'il puisse savoir les tenants et les aboutissants. Donc ça, c'était une proposition pour ne pas se limiter à une forme de juridisme qui consiste à dire que les conditions sont écrites et que le client est censé les lire et les comprendre. Tout le monde n'est pas censé lire et comprendre un contrat ou bien des conditions générales, mais lui faciliter l'accès à une compréhension de ce à quoi il s'engage par le biais d'appels automatiques expliqués par sa langue nationale. Maintenant, ma dernière intervention consiste sur vraiment quelque chose d'assez provocateur. Moi, je suis vraiment pro-monde ouvert. Et quand je dis monde ouvert, dans le domaine du mobile money, des mobile finance de façon générale, nous assistons à ce qu'on appelle une interopérabilité totale. Maintenant, à travers une SIM d'un opérateur, tu peux avoir accès à un wallet d'un autre opérateur. Tu peux être, je donne un exemple assez bête, un client de Orange avec une SIM Orange peut avoir comment on appelle ça, un wallet free money. Mais pourquoi on n'en ferait pas de même pour l'accès au crédit, au petit crédit? Je m'explique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans cette forme d'exclusivité où Orange signe exclusivement avec Baobab et que, je sais pas, Cofinance signe avec Free, pourquoi ne pas permettre à tout détenteur de wallet, quel que soit le réseau auquel il appartient, d'avoir accès directement à ces offres-là? Et s'il remplit le critère, automatiquement, il peut avoir accès aux produits et ne pas se dire, par exemple, que l'offre de Baobab est seulement dédiée aux clients Orange Money. Donc, avoir une interopérabilité, mais vraiment totale dans tout ça. C'est une question que je pose, que je mets sur la table et je pense que ça permettrait de créer une diversité et surtout plus de choix pour les clients. Et donc, c'est pas provocateur, mais je pense qu'on va forcément aller vers cela, que ce soit dans le moyen ou le long terme. On va aller vers ce modèle très, très ouvert et je pense qu'il est important d'y réfléchir et pourquoi ne pas commencer dès à présent à offrir cette possibilité et histoire de un petit peu enlever tous ces verrous que je considère, en tout cas pour moi, comme des verrous, ces formes d'exclusivité entre les fournisseurs de produits financiers et l'opérateur téléphonique. Donc, c'était ça mon intervention. Merci beaucoup de me donner l'occasion. Donc, c'est une intervention qui comporte quand même certaines questions et j'aimerais bien, si possible, que les panélistes m'aident à voir un peu de lumière là-dessus. Merci beaucoup. Merci Ousseynou Ndiaye. Soyez rassurés, c'est loin d'être une provocation. Indirectement, j'avais déjà posé la question par mail à Cheikh Tidiane Sarr, directeur général d'Orange Finance Mobile, en le préparant à ce panel.
Et je précise ou je rappelle pour ceux qui le connaissent que Ousseynou Ndiaye est en charge de la régulation technique. Je traduis un peu de l'anglais au français avec tous les risques Ousseynou à RTL Africa et qu'il nous fait l'honneur et l'amitié de prendre part régulièrement à ces panels. Je donne la parole après à Moussa Dieng et à Koli qui l'ont moins prise par rapport aux autres panélistes, même si on n'est pas dans un panel électoral, hein, n'est-ce pas? Alors, cher Tidiane, je te donne la parole, je te la retourne pour déjà apporter un certain nombre de précisions à l'intervention de Ousseynou Ndiaye. Après, on donne la parole à Koli et à Moussa. Est-ce que Cheikh est là? Oui, je suis là. Je suis là. Alors, j'ai été pris rapidement sur une urgence là qu'il fallait que je règle. Donc, sur l'éducation financière d'abord, je voulais revenir dessus. Oui, c'est un thème qui me tient à cœur, comme tu le sais si bien. L'éducation financière, on est sur tout à l'heure, on parlait de quelles sont les techniques répressives de recouvrement. Les benchmarks sur les best practices dans le monde montrent que c'est plutôt l'éducation qui est la meilleure solution. Donc, c'est la prévention. La meilleure solution pour une offre comme ça, qu'on met sur le marché, ce n'est pas de vouloir attraper des gens à mettre à la police ou saisir des biens. C'est vraiment travailler en amont sur un score de confiance. Et ce score de confiance se nourrit de la bonne compréhension des clients de ce qu'on leur demande de faire. Donc, à quoi ils ont droit et pourquoi ils y ont droit et comment ils y ont droit. Et donc, c'est ce programme d'éducation. Alors, Orange Money a toujours été pionnier dans l'éducation financière. Aujourd'hui, monsieur le directeur Moussa Dieng en a parlé lorsqu'il parlait du taux d'inclusion au Sénégal, qui s'est quand même nettement amélioré. Aujourd'hui, on a 75,6. Quand Orange Money commençait, on était inférieur à 20, on était autour de 15. On a beaucoup travaillé sur la pédagogie déjà pour installer le concept du calpé. Le concept du wallet, on l'a installé bon an, mal an, en investissant grandement sur de la communication pendant des années. Et on passe à l'étape supérieure maintenant parce qu'on sait que sur ces produits de nano-crédit, Pico-crédit, nous on l'appelle Pico-crédit chez nous parce qu'on est encore plus petit, on estime que des crédits de 1000 francs, 2000, on descend quand même un peu. Il faut expliquer aux clients l'épargne, le crédit, comment ça marche, comment on l'utilise, pourquoi, quels bénéfices on en tire, quels avantages, comment ça change une vie. J'ai des cousins qui l'utilisent, qui gagnent beaucoup d'argent avec maintenant parce qu'ils ont pu augmenter leur capital et leur capacité d'investissement. Et en faisant cela, ça nous permet, nous, d'avoir de meilleurs taux, finalement, de réception, donc de remboursement. La phase pilote nous a beaucoup aidé aussi à comprendre et à identifier les profils de clients qui sont le plus souvent en défaut. Et donc, de modifier le scoring en conséquence. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a été extrêmement important pendant la phase pilote pour pouvoir voilà, traiter de ça. Donc, sur la partie un peu truc, c'est de ça que je parlais, c'est ça que je voulais rajouter. Sur le consentement des clients, bien entendu, les clients, leur consentement est requis. On a parlé tout à l'heure de signature électronique. On a pris un tiers certificateur de confiance avec qui nous travaillons, donc, que je peux citer, hein, donc, qui est Gaël Demi, avec qui nous travaillons sur tout ce qui est signature électronique. Donc, on l'a pris comme tiers certificateur de confiance, avec qui nous travaillons pour ça. Et le consentement du client est demandé explicitement avec des conditions générales qui sont envoyées au client par SMS et donc, qui peut se connecter sur le lien où c'est présenté, le lire d'abord et revenir valider le consentement sur le parcours client qui a été retenu. Donc, sur la partie un peu, bon, on a parlé aussi hein, sur la gestion des arnaques technologiques. Donc là aussi, pareil, on a une routine dessus, on le fait depuis plus de 7 ans maintenant. On travaille en très bonne intelligence avec les autorités. On a des routines de suivi de gestion de la fraude, de l'anticipation aussi des arnaques et de la fraude. Et éventuellement, lorsqu'un cas comme ça se produit, on arrive à leur mettre la main dessus et à les mettre à la disposition de la justice. Peut-être ce qu'il faudrait faire, et là peut-être on va demander le soutien de l'OQSF, mais aussi de la direction de la microfinance, c'est arriver peut-être à renforcer les lois un peu pour que ces arnaqueurs-là qu'on chope, qu'ils ne puissent pas se trouver dans la rue un mois après ou 2 mois après.
Et sur ça, il y a vraiment un sujet sur lequel nous travaillons ensemble déjà avec les autorités, mais qu'il faudrait vraiment qu'on renforce parce que, in fine, les mesures doivent être encore plus dissuasives par rapport à ceux sur qui on arrive à mettre la main dessus. Mais aujourd'hui, les cas d'arnaque qui nous sont soumis sont traités et identifiés. Donc, la question qui consiste à ouvrir l'offre à tous les wallets, c'est simple. Cette offre-là, elle est une offre qui appartient à Baobab. Aujourd'hui, rien n'empêche Kofina de dire, bon, j'ai fait Free Money, je vais aussi distribuer mon offre sur Orange Money. Rien n'empêche Baobab de dire de faire le même travail. Mais en tout état de cause, c'est une offre qui, d'un point de vue de la Banque centrale, est une offre qui a été mise sur le marché par les opérateurs financiers, donc les IMF. Demain, on le lancera avec une banque. Par exemple, prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, où l'offre a été lancée depuis quelques années. On a Tic Tac en Côte d'Ivoire, qui est une offre de Pico Crédit, qui marche plutôt très bien d'ailleurs, donc avec des millions d'abonnés. Là, on l'a lancé avec une banque. Donc, on n'est pas obligé de tout le temps travailler avec des IMF. Nous nous positionnons comme une sorte de lending platform, donc une plateforme qui agrège et qui permet à tous les acteurs financiers de pouvoir distribuer du crédit et de pouvoir collecter de l'épargne via un canal digital qui est Orange Money. Et par contre, on parle d'ouvrir au wallet. Moi, je tiens à préciser que quel que soit son opérateur téléphonique aujourd'hui, le client peut avoir un compte Orange Money et partant de là, peut être éligible à l'offre Mbaobab. Donc, il n'y a pas d'exclusion de clients sur le marché aujourd'hui. C'est ouvert. C'est ouvert à tous les opérateurs. Donc, au-delà de l'aspect multi-wallet. Voilà. Donc, c'est des questions peut-être sur lesquelles je voulais revenir et le préciser. Et ça reste en droite ligne avec ce qu'on s'est dit. La question a été abordée tout à l'heure dans le cadre de l'éducation financière sur la langue locale. Vous l'avez remarqué, lorsqu'il a fallu installer le Calpé dans les années précédentes, autour de 2015-2016, on avait mis en place une sorte de série, de sitcom à la télé, assez ludique, avec des personnages emblématiques, Tonton Libas, Gibson, Oumi, donc des gens peut-être qui vous évoquent quelques souvenirs, pour installer de façon ludique, avec les langues locales, le concept du Calpé dans la vie de tous les jours. On a investi massivement pour pouvoir le faire. C'était des épisodes. Hein. À l'époque, il n'y avait pas encore Marodi, mais on a commencé à produire des séries avant Marodi, mais c'était des séries pour l'éducation financière. Et la question de la langue, nous, quand je dis dans notre mission, les services financiers, les échanges financiers, on les accompagne, on les facilite, on les rend simples, on les rend accessibles. Dans accessible, il y a 3 aspects. Il y a le prix, et qu'on dit accessible, souvent c'est à ça qu'on pense, mais il y a surtout la langue. Et il y a aussi la proximité. Le fait que ce soit quelque chose de... Et enfin, l'ergonomie, voilà, la simplicité d'usage, tout ça. Mais accessible, c'est d'abord accessible, entre autres, par rapport à la langue utilisée pour l'accès aux services et pour l'éducation financière. Donc ça, je pense, c'est extrêmement important et je tenais peut-être à le préciser tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Sarr. On va terminer par Moussa Dieng, le directeur de la microfinance qui fait un peu des allées et venues dans son bureau parce que c'est peut-être bientôt le ndogu. Il consultait l'horaire. Hein? Et puis après, on termine par Koli. Donc, Moussa Dieng, directeur de la microfinance, et après Koli Sall pour clore ce panel. Merci à vous. Merci Ousmane. Bon, vous savez, quand on est au bureau, là, il y a tellement de choses à faire en même temps là. Mais bon, je pense que ça va aller. Bon, merci. Hein. Vraiment, je crois que les échanges sont très, très, très intéressants. Mais j'aimerais juste aborder 2 ou 3 points, notamment sur la question de l'interopérabilité. Je crois que le directeur général, M. Sarr, l'a dit. Il n'y a pas en tout cas d'exclusivité en tout cas par rapport aux opérateurs. Mais je voulais juste donner une information par rapport à cela, qu'il y a un projet qui est en gestation au niveau de la BCEAO, et donc sur l'interopérabilité des services financiers numériques. Donc, c'est un projet sur lequel la BCEAO travaille au niveau sous-régional. Nous, en tant qu'État
nous y travaillons avec elle. Et je crois que ce sera pour faciliter l'offre et surtout assurer la mutualisation des plateformes. Donc, entre tous les émetteurs bancaires et non bancaires et surtout d'élargir, donc, en fin de compte, le réseau de distribution et d'acceptation. Donc, je crois que ça également, les autorités en ont très conscients et je crois que les mesures sont en train d'être prises pour accompagner. Et surtout, c'est surtout dans une dynamique vraiment d'accompagnement. Hein. Ce n'est pas, en tout cas, pour remettre en cause quoi que ce soit, mais pour accompagner surtout les acteurs. Le deuxième niveau, c'est par rapport au taux d'intérêt. Donc, je pense que le directeur général de Orange Finance Mobile l'a dit tout à l'heure. Merci, directeur. Apparemment, il a quelques soucis. Kolissal. Vous ne m'entendez pas? Oui, moi je t'entends. Oui, un mot peut-être de clôture après ce qui a été déjà dit et par rapport peut-être à des perspectives. Vous, de votre côté un peu occidental, voyez les choses comment par rapport à la perspective? Côté africo-occidental, hein? Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, j'entendais tout à l'heure Moussa Dieng correctement. Ouais. Effectivement, moi, je pense que j'ai plutôt pas mal appris de ce panel. C'est très important. Aujourd'hui, ce que je peux retenir de ce panel, il y a quand même des axes d'amélioration. À côté de ces axes, il y a un beau travail qui a été fait par cette collaboration très importante pour tout le monde entre ces opérateurs et ces organismes financiers. Maintenant, moi, des axes que je note que de mon expérience, des retours d'expérience que j'ai de part et d'autre, il y a certains points qu'il faudra améliorer, notamment la connaissance des personnes qui sollicitent de ce type de crédit, leur profil. C'est vrai que grâce aux opérateurs, il y a un certain nombre d'informations, mais ce n'est pas suffisant. Donc, cela retourne à la problématique de la donnée. Aujourd'hui, de nos jours, les données ou la data est communément appelée comme le pétrole du XXIe siècle, mais également c'est le nerf de la guerre. Toutes les entreprises ont tendance à vouloir être data-driven. Toute entreprise, en tout cas, qui se respecte ne peut pas, de nos jours, avancer dans ses activités sans se reposer sur des informations fiables et maîtrisées. Cela va de soi en ce qui concerne l'État, en termes de numérisation des process, de travailler ce secteur informel, de le rendre plus formel, qu'un boutiquier du coin puisse formaliser certaines de ses activités. Ça va de son intérêt. Cette connaissance facilitera le travail derrière, de l'octroi des crédits. Mais également, la digitalisation de certaines plateformes va faciliter largement le travail à tout le monde. Aujourd'hui, Orange ou Cofina ou Baobab, qui digitalisent leur plateforme, c'est quelque chose, mais ce serait bien de travailler cette approche digitale, d'améliorer, de numériser certains process, notamment que j'avais noté en tête, par exemple, l'acquisition, le marketing jusqu'à l'acquisition des clients, c'est des choses qu'il faudra digitaliser, l'évaluation, l'approbation, mais également surtout la gestion du décaissement et de remboursement. C'est des choses aujourd'hui qui peuvent se faire de manière automatique, qui se reposeront sur ces algorithmes de scoring que Cheikh parlait ou de Mam Alassane, qui pourront vachement aider dans le cadre dans leur quotidien professionnel, mais également faciliter ce travail en termes de la qualité de l'information. Parce qu'aujourd'hui, si pour avoir un nanocrédit, il faut avoir 6 mois, c'est l'opérateur, c'est parce que la connaissance est le début du moment où la personne s'est souscrite à une offre, c'est l'opérateur. Au-delà, l'opérateur n'a pas cette information. Peut-être dans l'avenir, il y aura ce partage, cet échange d'informations numériques qui va faciliter tout cela. Oui. Donc, à ce moment, c'est vraiment de travailler cette qualité de l'information qui va franchement améliorer le quotidien professionnel, aussi bien pour le régulateur que pour les opérateurs, que pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir confié à ce panel qui est très riche en termes d'intervention, mais également
qui pourra déboucher à des perspectives très intéressantes au vu des profils qui sont autour de cette table virtuelle. Merci. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants de cet après-midi. Après une petite ou longue pause de ces après-midi de la tech, on a repris par la grâce de Dieu. Est-ce que je peux me permettre? Oui. Mais, Ousmane, j'avais pas fini mon propos là. Ouais, j'ai juste une petite question pour Cheikh, hein? Juste une petite question que j'avais oubliée. Oui. Est-ce que Cheikh, le taux élevé ne constitue pas un frein pour la connaissance ou la segmentation de ces personnes demandeurs de crédit? Parce que tout à l'heure, Mme Alassane disait que c'est dans le risque. C'est un facteur qui est inclus dans le risque. Mais est-ce que ça ne constitue pas une entrave à une connaissance large de ces personnes? Merci, Koli. Alors, Cheikh aura sûrement l'amabilité de répondre en quelques secondes et après Moussa Dieng qui va conclure. Cheikh Chatidiane. Alors, merci, Koli. Le taux qui est élevé, c'est quand même une donnée relative, taux élevé. Ouais. C'est une donnée relative. Bien entendu, je pense notre objectif, c'est de faire beaucoup moins que le taux actuel. Mais ce beaucoup moins-là, tout à l'heure, Alsan en a parlé. On démarre sur un système où le niveau du risque supporté par la banque, le taux est fixé par la banque, il n'est pas fixé par Orange. Aujourd'hui, on est avec ce taux-là avec Baobab. Baobab lui-même veut travailler à baisser ce taux-là, donc en maîtrisant le risque, en réduisant le taux de défaut. Le taux de défaut était assez élevé, donc sur les 6 mois de pilote, il était très élevé. Au début, à un moment donné, on a été sur des taux vraiment très, très, très élevés. Et c'est ça qui constitue finalement pour l'institution financière le curseur. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'il mette en danger ses ratios prudentiels. Ça en a parlé tout à l'heure. Donc, les ratios sont ce qu'ils sont et le taux de défaut est ce qu'il est. C'est l'éducation financière en permettant justement d'expliquer aux gens comment bien utiliser le produit et donc en baissant le risque financier qui permettra de répercuter cette baisse-là au client final. Donc, c'est ce système vertueux-là sur lequel on veut s'appesantir. Le taux en lui-même n'a pas de signification tangible tant que le risque, donc le coût associé ne baisse pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même l'épargne qui est rémunérée de façon assez colossale. 6%, c'est aussi élevé de manière relative. Pour toi qui vis en Europe, épargne à 6%, je pense que si on l'avait lancé en Europe, on aurait eu déjà des millions de clients. Ça, c'est clair. Voilà, donc du coup, ça se contrebalance justement. C'est parce que le taux de l'autre côté est élevé que le partenaire Baobab consent à un taux d'épargne aussi élevé. Je pense que c'est l'un des taux les plus élevés de la place aujourd'hui sur de l'épargne, sur du compte courant finalement. Et ça aussi, c'est éduquer le marché à épargner. Sur de la pico-épargne, pas épargner 100 000, pas épargner 1 million, mais épargner 1 000 francs par mois, épargner 10 000 francs par mois. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens commencent à épargner des montants qui, progressivement, sur les 6 mois, deviennent conséquents. On a commencé à des valeurs intermédiaires et le montant épargné aujourd'hui augmente progressivement, de façon très intéressante. Donc, on va continuer l'éducation, mais retenons que le taux n'est pas une fin en soi. Dans l'accessibilité, il y a le prix, il y a la langue, mais il y a le prix. On a réglé le problème de la distance. Donc, maintenant, ça se fait sur l'aire d'attente, donc l'aire de repos de l'autoroute à péage. On souscrit et on demande un prêt. On a réglé le problème de la distance, donc l'accessibilité sur la proximité est réglée. Et l'accessibilité sur la langue est réglée parce que vous avez bien vu que quand j'ai bien communiqué en Wolof d'ailleurs. Donc, ça aurait été bien la prochaine fois qu'on tienne un panel dessus en Wolof. Ah, mais avec plaisir, cher. Avec plaisir. Je ne parle pas pour là, donc je te laisserai. On verra bien, c'est pas un problème. En tout cas, merci, cher. Voilà. Et merci à Kolo qui a l'honneur d'avoir relancé ce panel. Mais bon, il faut quand même qu'on se quitte d'une à l'autre, hein, même si évidemment, Cheikh le sait très bien, ce qu'il dit est important, notamment la langue. Il ne faudrait pas que la langue soit une barrière. Moi, je me rappelle un panel de la CDP animé en Wolof par le professeur Abdoulaye Cissé pour expliquer en Wolof l'intérêt et l'utilité des données personnelles. Et je pense qu'il faut qu'on en fasse régulièrement. Alors, Moussa Dieng, directeur. Oui, merci Ousmane. Je pense que je ne vais pas être très long. Donc, c'est juste pour rebondir sur les taux d'intérêt. Je pense que ce qui est attendu
par rapport à ces types de crédits, notamment les nanocrédits, c'est que quand même les taux puissent être des taux d'intérêt abordables. D'autant plus que, comme l'a dit le directeur tout à l'heure, donc c'est vrai, il y a le risque, surtout lié à la méconnaissance du client, mais il faut dire que quand même, si nous prenons par exemple le crédit classique, donc qui est au niveau des institutions de microfinance, vous verrez qu'il y a énormément de coûts liés à ce crédit-là, les coûts, frais de gestion, charges d'exploitation, tout ça qui concourt en plus maintenant du risque, donc qui font que le crédit et le coût du crédit est élevé. Donc, je rappelle que la réglementation fixe le taux d'usure à 24% pour le secteur de la microfinance, mais nous attendons quand même à ce que, pour ce qui concerne ce produit de nanocrédit-là, on ait quand même des taux beaucoup plus abordables pour la clientèle. Ça, je crois que l'État va y travailler donc, avec les acteurs pour voir dans quelle mesure on pourra en tout cas aller dans ce sens-là. D'ailleurs, j'aimerais partager avec vous que nous prévoyons même de tenir d'ici quelques semaines ou quelques mois ce qu'on appelle les assises de la microfinance. Et ça sera un événement qui va nous permettre de discuter, en tout cas à bâton rompu, sur toutes ces questions donc liées à l'accès au financement, à l'utilisation des services financiers numériques. Tout cela donc, sera abordé avec tous les acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, sur le plan national et international, pour discuter de ces questions-là et encore trouver des solutions qui nous permettront d'avancer. Le dernier aspect, c'est l'éducation financière. Je pense que c'est extrêmement important pour tout le monde. Et je crois que nous, Dr Diop l'a dit tantôt, il y a l'OCSF qui fait un travail remarquable dans ce sens, mais il y a également les autres acteurs de l'État qui le font. Et je pense qu'il y a déjà une stratégie d'inclusion financière qui a déjà été élaborée au niveau de l'État, qui est pilotée par le ministère des Finances. Donc, cette stratégie d'inclusion financière met en évidence l'importance de l'éducation financière des populations. Je pense qu'avec une bonne éducation financière des populations, il y aura beaucoup d'avancées qu'on pourra faire donc, par rapport à l'accès, mais surtout à l'utilisation des services financiers, aussi bien numériques que non numériques. Donc, véritablement, j'aimerais, pour terminer, remercier en tout cas tous les panélistes et sur la pertinence de leurs interventions. Et j'ai bien noté en tout cas beaucoup d'aspects qui sont extrêmement importants et naturellement qui seront naturellement mis sur la table le moment venu avec les autres acteurs et certainement avec les autorités. Merci beaucoup, Ousmane. Merci beaucoup, directeur Moussa Dieng, directeur de la microfinance au ministère du même nom au Sénégal. Il avait accepté de prendre part à ce panel en marge du partenariat, de l'officialisation du partenariat avec Free il y a quelques semaines à Dakar. Merci à lui, Moussa Dieng, directeur donc, de la microfinance. Merci à Cheikh Tidiane Sarr, directeur général de Orange Finance Mobile Sénégal. J'ai dit tout le temps Orange Money, comme ça on va très très vite. Ce serait bien après d'ailleurs qu'un jour Cheikh nous dise, après, à côté de Orange Money, est-ce qu'il y a d'autres produits commercialisés ou en tout cas mis sur le marché par Orange Finance Mobile Sénégal? C'est sûrement mon inculture un peu financière. Vous voyez que moi-même, j'ai besoin de cette éducation financière. Docteur Aliou Diop, en charge de la cellule suivi-évaluation à l'Observatoire de la qualité des services financiers, Colissal, qui signe sa première participation aussi à ces après-midi de la tech, même si, bien entendu, on échange régulièrement sur ces sujets. Et je salue également, je remercie également le directeur de Cofina, Mame Alassane Dia, qui a été des nôtres cet après-midi, sans oublier également la direction de Baobab que nous avions contacté et qui finalement, à la dernière minute, n'a pas pu être présente à ce panel, tout comme également Free au Sénégal que nous avions convié pour dire que l'ensemble des acteurs sont intéressés et sont conviés pour échanger globalement sur ces questions. Et directeur Moussa Dieng, nous attendons ces assises de la microfinance. Et je sais que ça va promettre et je sais également que le numérique sera au cœur. Et comme le numérique sera au cœur, moi, je suis vraiment intéressé
pour connaître un peu la suite. Et merci à Ousseynou Ndiaye également, un de nos discutants. Je rappelle que ce panel fera l'objet d'un replay un peu plus tard dans la soirée sur nos plateformes dont j'ai partagé les liens tout à l'heure dans le champ de la conversation. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le mercredi 20 avril 2022 à 15h pour un autre panel et nous mettrons une autre thématique qui va intéresser l'écosystème sur la table. Merci à tout le monde, bonne rupture, donc bon dogu, et puis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci à toi, Ousmane, merci à tout le monde. Merci.